Et c'est alors l'apparition de notre agent X13. C'est alors le fascicule le plus populaire de tous, celui dont on se souvient encore, et probablement à cause du film qui sort en 72 de Jacques Godbout, qui est une comédie musicale hilarante. N'empêche que X13, c'est d'abord le fascicule dont on a publié le plus grand nombre. C'est sorti en 3 séries distinctes, si ma mémoire est bonne, qui ont été écrits par Pierre Sorel, qui est le pseudonyme de Pierre Desnieux, et qui raconte donc les aventures de l'espion canadien-français X13. C'est aussi un des rares moments où on a des récits d'espionnage, parce que dans le polar québécois en général, y compris à notre époque, c'est pas un genre très prisé, hein, mais des espions dans les fascicules, il y en avait, et il y avait surtout des espionnes aussi. La belle aventurière Cécile, etc. Alors c'était très 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 populaire ça. Et là aussi, il y avait ce problème. Bon, je donne un exemple. Il paraît que quand un adolescent était surpris à l'école par un professeur à lire du X13 ou un fascicule, il pouvait être renvoyé de l'école. C'était considéré comme immoral, mauvaise lecture. On vit encore dans cette espèce de carcan. On est dans les années de 40 à 60, jusqu'à peu près 70 pour certains fascicules. Donc on est avant la Révolution tranquille. Ouais. Si je peux me permettre, les fascicules vont disparaître à cause de l'apparition des livres de poche. Surtout les paperbacks américains qui vont faire disparaître les pulps, mais ici ça va être le même phénomène. Et là aussi, il y a toute une recherche à faire parce que la plupart des auteurs de pulps, de fascicules, écrivent sous pseudonyme. Qui se cache derrière ça? J'ai découvert, grâce à sa fille, que Yves Thériault était un des auteurs très prolifiques là-dedans. Donc lesquels institué, reconnu, voilà. Qui s'encanaille, entre guillemets, ou qui simplement arrondit ses fins de mois. Même phénomène qu'aux États-Unis, où les grands auteurs de science-fiction et de polar ont tous fait, enfin, une grande partie ont fait leur preuve, leur début dans les pulps. D'ailleurs, j'avais le Weird Tales, là. Si j'ai ce numéro-là, il y a une bonne raison pour ça, c'est une rareté. C'est qu'au sommaire, il y a Yves Thériault. Sous son nom? Sous son nom. Oui, sous son nom. Évidemment, là, c'est une version anglaise qui est publiée là. Alors, il écrivait pour les pulps américains, il écrivait pour ça, et puis ensuite, il a fait ça. Ah oui, Yves Thériault, c'est quelqu'un qui avait le sens du marketing et l'art de remplir sa copie. On lui reprochait même parfois de mettre beaucoup de dialogues, et il expliquait qu'il était parfois payé à la ligne et que multiplier les dialogues, ça lui permettait effectivement de remplir des pages plus rapidement. C'était du staccanovisme à l'époque. Les pulps, ils écrivaient ça sur un coin de table en l'espace de quelques heures. D'ailleurs, quand vous les lisez aujourd'hui, ça se remarque. Oui, peut-être une question sur le contenu ou sur le contexte idéologique de ces romans d'espionnage. Ça se situe à quelle époque? La guerre froide? C'est avant la guerre froide. C'est contre les nazis. Le méchant, les deux méchants, c'est les nazis et les Japonais. C'est évidemment, on est dans les années 40, c'est la Deuxième Guerre mondiale, alors c'est surtout les nazis. D'accord, et ces auteurs écrivent parfois sous pseudonyme. Ils ont comme public principal des adolescents surtout, c'est ça? Oui, mais pas seulement. Je pense que il y avait un public plus vaste, mais la majorité, oui, c'est des adolescents.